Les propos tenus dans ce podcast sont les paroles propres à chacun et n'impliquent en rien leur employeur. De plus, les données sont à titre indicatif et non vérifiées à moins d'avis contraires. Bonjour, bienvenue à Paramédic Réalité d'ambulance. Aujourd'hui, on va avoir des anecdotes d'ambulance avec un invité que j'apprécie. On va parler de ce que moi j'appelle les gens tombés au combat. Des gens qui étaient dans le cadre de leur fonction puis qui sont malheureusement blessés. Certains peuvent continuer à travailler, malheureusement sans faire d'ambulance. D'autres, comme mon invité aujourd'hui, ne peut malheureusement plus faire le travail du tout. Il est rendu invalide dû à sa pratique de l'ambulance. On va quand même prendre le temps de parler des choses qu'il a pu faire avant, ce qu'il ne peut plus faire maintenant, des conséquences de sa blessure, des choses qu'il a dû faire pour pouvoir essayer de se guérir un peu sans pouvoir être revenu à son plein potentiel. Fait que Cédric, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, Pat. Cédric Thibault, un collègue / ancien collègue, comme on a dit, retraité par force et non pas par choix. On va prendre le temps de démystifier un peu les choses qui se passent comme ça sur l'ambulance, malheureusement, trop souvent. On va commencer par des choses quand même plus fun. On va y aller avec des anecdotes. On s'en parlait un peu tantôt pendant qu'on s'en venait. Tu me jasais de certaines anecdotes que tu as vécues, que tu vas vouloir nous parler, que ça va être des petits moments plus drôles avant d'aller dans des sujets plus profonds. On va dire ça de même. Fait que je te laisse aller. Go. J'ai travaillé à Terrebonne un bon bout de temps, de soir et de nuit. Je me souviens, entre autres, d'une intervention où le superviseur était près de nous. Généralement, les superviseurs, ils ne viennent pas sur tous nos appels. Là. Ils vont venir généralement sur où ils pensent qu'on va avoir besoin d'eux autres ou si ça a l'air chaotique. Parce qu'on est nourri un peu par l'adrénaline. Puis ce soir-là, on trouvait ça spécial que le superviseur veuille venir avec nous autres sur une priorité 7 ou une priorité 9, là, quelque chose de vraiment non urgent. Puis on a compris quand il nous a montré sur son ordinateur ce qu'il y avait dans la case commentaire. C'était marqué que le patient avait un objet de coincé à l'intérieur de lui. On s'en va sur l'appel, tranquillement, c'était pas une urgence. Quand on est arrivé sur les lieux, là, on essaie de se minder à pas rire, parce que, tu sais, on se fait des scénarios, puis ça peut être n'importe quoi, là, un piquet de poteau ou un cocon où il est tombé sa bouteille vide en plein milieu du salon, puis est pris. Fait qu'on rentre dans la maison, puis un monsieur, 40-45 ans, il est à quatre pattes à terre, ses avant-bras. Il a juste un chandail pour se cacher un peu le haut du corps, puis les fesses dans les airs, puis il la trouve pas drôle, là, lui-là. Là. Fait que, tu sais, nous autres, l'introduction, c'est pas bonjour monsieur, vous allez bien. Là. On s'entend que s'il nous appelle, c'est pas parce que ça va numéro 1. Donc, ça a été bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Là, le monsieur, un peu gêné, qui nous dit c'est parce qu'on faisait des jeux sexuels, moi puis mon ami, puis elle a pris le vibrateur, puis là, ça a fait puis il est disparu. Fait que bon, écoute, nous on essaie de retenir notre sérieux. C'était fait de succion. Ah, ça a fait une succion, ça rentrait en dedans, il n'y avait pas de stopper, là. C'était pas fait pour ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, le monsieur est à quatre pattes, on fait l'intervention, mais en même temps, t'es gêné, lui il est gêné, toi t'es gêné, puis tu fais attention pour ne pas avoir de propos qui peuvent sembler déplacés, même si tu veux pas ça. Puis, quand on fait le transfert du patient, dans le fond, pour essayer de le mettre sur la civière, on a le superviseur avec nous autres qui met ses mains, ses hanches du patient pour le bouger, puis pour en rajouter par-dessus, puis nous faire rire encore plus, même s'il faut garder notre sérieux, le superviseur qui nous dit sur le bord de l'oreille Hey les gars, ça vibre encore en dedans. Là, écoute, essaie de pas rire, toi. Fait que, écoute, on est allé à l'hôpital, finalement, c'était une urgence. Le monsieur avait essayé de retirer le vibrateur avec une paire de longues noses. Je sais pas si tu le sais, là, mais pointu, ça pogne pas rien J'espère qu'ils les ont désinfectés avant. Je pense pas, écoute. Puis il y a des piles là-dedans aussi, ça peut couler et tout. Fait que finalement, ça a l'air qu'à l'urgence, on n'a pas besoin de l'opérer. On a demandé au doc comment est-ce qu'il avait fait pour le retirer. Puis ce qu'il nous a dit, c'est qu'il l'a gelé un peu. Il a poussé, ça a sorti tout ça. Fait que ça, c'était une pas pire. J'ai une autre petite courte aussi. J'étais avec une fille de nuit à Terrebonne encore. On va sur un appel, c'est un jeune, 5-6 ans, qui s'est
coupé le bout du doigt, mais il s'est coupé le bout du doigt quand sa mère elle faisait du vélo stationnaire. Il est allé se mettre le doigt des engrenages. Puis, la mère a vu qu'on amène le jeune à l'hôpital. Puis là, ma partenaire, pour bien faire, a dit à la madame, est-ce que vous voulez embarquer avec nous pour que vous soyez bien ou vous voulez rester ici puis vous emmener par vos propres moyens? T'sais, je comprends ça dans votre condition que vous vouliez peut-être prendre ça plus easy. La madame, elle regarde ma partenaire et elle dit, ma condition. Elle dit, ben oui, votre condition. De quoi tu veux parler? Ben, elle dit, vous êtes enceinte? La madame était juste bien portante. Son dernier avait 5 ans. Je peux pas t'imaginer à quel point il y a eu un malaise dans la pièce par la suite. Hey, écoute, joueur de hockey, là, patiner pour essayer de t'en sortir, là, moi crampé en deux, je m'en pouvais plus. Là. Tu devais pas l'aider ben. Pas trop. Te connaissant, t'as essayé d'en rajouter une couche sans que ça Ouais, paraisse. ben c'est ça, discrètement, là. Juste parce que c'est fun de se faire rire les uns les autres. Ben écoute, ça détend l'atmosphère, puis ça permet aussi de ventiler. Hein. C'est pas tout le temps le fun, là. Fait que quand on peut passer Surtout ça... qu'un appel comme ça, Ben, c'était banal. C'était loin d'être urgent. C'est ça, puis c'était banal. Mais en même temps, je pense que l'humour, c'est un propre au niveau du paramédic. Puis j'imagine les autres métiers d'urgence pour essayer de ramener l'atmosphère viable. Il n'y a personne qui trouve ça le fun puis beau de voir un enfant mort ou quelqu'un qui s'est accroché, là, qui en avait assez. Fait que d'être capable d'en rire de façon discrète, je pense que c'est juste sain pour ventiler un peu. Il faut nous amener ailleurs un peu. Là. Ouais, Souvent, être professionnel et sérieux, mais être capable de détendre l'atmosphère. Souvent, je le dis moi-même que des fois, il y a des conversations de paramédics qu'il ne faudrait pas que ce soit entendu. Parce non, c'est que, clair. C'est notre façon. On passerait pour des mauvaises personnes, mais alors que c'est juste notre façon d'extérioriser puis de ne pas se sentir coupable ou de se sentir envahi par les émotions dues aux appels qu'on vient de faire. C'est clair. Oui, on demande de nous qu'on soit des surhumains, mais on reste quand même des humains. D'abord et avant tout, on n'est pas des robots. Là, non, tout à fait. Les émotions, c'est tout à fait normal. Oui. Puis je pense que tu peux en compter une bonne, Pat, un accouchement qu'on a fait ensemble à Laval. À Terrebonne. C'était à Terrebonne, oui. On était de nuit, puis la dame était enceinte de mémoire, quelque chose comme 38 ou 39 semaines. Là, c'était, dans les livres, c'est ce qu'on veut, là, tout va bien, tout se passe dans les paramètres qu'on veut avoir. On arrive là, puis trop nerveux, j'ai pas le temps de mettre les gants stériles, j'étais obligé de mettre une paire de gants normales. En même temps, les gants ne sont pas tout sales, là, ils n'ont pas traîné dans la boîte, c'est juste que les gants ne sont pas des gants stériles. Mais on arrive là, puis on fait l'accouchement, puis ça a duré quoi? 5 minutes? Ça n'a pas été long. 5 minutes. T'avais mis tes lunettes, t'avais mis ton masque, une chance. Parce que j'étais prête, j'étais comme bon, madame, si vous sentez qu'il faut pousser, allez-y, poussez. À pousser, ça a pris 2 poussées, le bébé est sorti, on a fait couper le cordon au père, puis tout allait super bien. La mère se portait bien, le bébé se portait bien. On a fait un transport. La dame était suivie à la Cité de la Santé. Cité de la Santé. Fait qu'on est allé à la Cité de la Santé, puis ça faisait quoi? 2 ans que je faisais de l'ambulance à peu près. Fait que c'était... C'est rare les moments où on fait de l'ambulance, on arrive chez les patients, on fait comme ah, je suis tellement content d'être ici, là, c'est juste du beau ici. Ben, un accouchement, c'est ça. C'est juste du bonheur. Quand ça se passe bien, c'est sûr, là, mais on s'entend qu'un accouchement, c'est pas un moment où les gens sont comme pas contents de te voir. Les seuls moments où les gens sont contents de nous voir, c'est quand c'est un accouchement. Puis là, je suis encore sur mon petit nuage de hey, je viens d'accoucher un bébé à la maison, je suis tout content. Je suis encore dans le gros bonheur. Puis là, on fait le rapport à l'infirmière, on parle avec le médecin vite. On vient pour quitter, puis Cédric me dit ouais, tu iras te laver la face. Je suis comme ben là, te laver la face, oui, j'ai eu chaud, c'était un moment plein d'émotions, puis j'ai peut-être sué un petit peu. Ouais, mais c'est parce que tu m'écœures, là. T'as du liquide amniotique puis du sang dans le visage qui te coule. J'avais mes lunettes et mon masque, heureusement, parce que j'avais vu. Écoute, il y a 2 litres de liquide amniotique qui sont pas dans le visage. Quand le bébé sort, il y a comme une wave qui vient avec, là. Puis ça, tu le sais pas, ils te le disent pas à l'école, tu sais, parce qu'à l'école, c'est un mannequin, c'est une poupée. Il n'y a rien, il n'y a pas de liquide, là. Mais là, sur les lieux, j'ai été splashé, c'est. Puis t'as le chaud, t'avais enlevé ta casquette, fait que ça te coulait de partout. Il n'y en avait pas à pu fenêtre, mais j'en avais quelques gouttes. Puis quand je suis arrivé dans le miroir, je suis comme ouais, je la connais pas, la madame, hein? Fait que ça m'écœure un petit peu. Fait que ça a été la seule fois en 12 ans de carrière que j'ai eu besoin d'aller prendre ma douche
suite à une intervention. Puis assis dans le truck après, en s'en allant, tu m'as dit, t'étais un beau chien, toi. Hein? T'aurais pu me le dire que j'avais des gouttes de sang et de liquide Ouais, dans le parce que visage. tu J'ai l'avais fait vu mon à la rapport maison. au médecin, j'ai fait mon rapport à l'infirmière, je me suis promené partout avec ça d'en face, puis tu disais rien. Ouais, ouais. Des beaux moments. Ouais. Je te remercie quand même parce que ça reste des beaux souvenirs. Là. C'est des choses qui vont rester en mémoire toute ma vie. Ouais, Que des accouchements, c'est rare qu'on en fait. Là, fait que, ça a bien été. ouais, un beau moment. C'est sûr qu'il y a des interventions qu'on fait régulièrement, là, des douleurs abdominales ou des douleurs thoraciques, cardiaques ou peu importe. Ça, on en fait, c'est notre pain, notre beurre. On en fait tous les jours, à toutes les semaines. Les accouchements, c'est rare. Même aussi niaiseux que des arrêts cardiaques, ben, il faut que tu sois le troc le plus proche à ce moment-là. Fait il n'y en a pas à toutes les heures, à tous les jours même. Fait que faut que tu sois le plus proche à ce moment-là. Fait il y en a que c'est rare, puis il y en a d'autres que les attirent sans bon sens, comme moi je suis de la merde. Là. Écoute, il y a un monsieur que je connais que lui, dans un mois, il peut en faire une quinzaine d'arrêts cardiaques. Alors que moi, je vais en faire un, deux par année. Fait que, Ouais, c'est aléatoire. ouais, écoute, on a bien ri. On pense pas qu'on va pleurer, mais on va parler de choses plus profondes. Toi, Cédric, comme on a dit, tu es quelqu'un qui est à la retraite forcée. Moi, ce que j'appelle les gens tombés au combat. Tu as donné un peu ton corps pour aider quelqu'un, puis Ouais. tu t'es blessé au travail, puis maintenant tu es rendu invalide. Invalide. Ouais. Okay? Moi, on est des amis en dehors du travail, fait qu'on continue de se côtoyer. Je connais un peu ton histoire. J'ai les grandes lignes. Là. Il y a certains détails que c'est normal que tu vas garder pour toi. Ça ne te dérange pas, on va en parler aujourd'hui. Si tu veux commencer par nous parler de l'événement, de l'intervention, exactement ce qui s'est passé cette journée-là. Oui, tout à fait. Écoute, on travaille le soir à Terrebonne. La répartition nous appelle qu'on vient de partir de la caserne. Ils nous demandent de retourner à la caserne pour faire un téléphone. Donc, on fait le téléphone, puis on nous informe que le patient qu'on s'en va chercher pèse au-delà de 550-600 livres. Donc, ils nous demandent s'ils veulent qu'ils nous affectent l'unité de soutien bariatrique, ce qu'on appelle l'UST. Fait que tout de suite, on dit, ben oui, on ne prendra pas de chance. Là. 600 livres en montant, ça commence à faire de l'homme. On va juste expliquer un peu pour les gens, c'est quoi exactement. C'est une équipe qui ont du matériel fait pour pouvoir déplacer des personnes obèses, pour que personne ne se blesse, justement. Malheureusement, cette journée-là, ça n'a pas fonctionné. Ils ont plusieurs équipements que sur les ambulances normales, on n'a pas, qui fait que les façons de forcer plus ergonomiquement adéquates, mais parfois, le matériel ne peut pas l'utiliser parce que sur certaines conditions, soit météorologiques ou environnementales, s'il y a de la vitre par terre ou des affaires de même. Puis d'autres fois, c'est juste le choix de certaines personnes. Ouais. Okay? Fait que c'est quand même une équipe qui est là pour les personnes obèses. Fait que normalement, on n'est pas censé se blesser là-dessus, mais cette journée-là, il est arrivé autre chose. Oui, exactement. Donc, on les attend sur place. Finalement, notre patient était un homme très, très corpulent, avec du diabète. Il y avait une jambe qui lui avait été coupée à cause de son diabète. Puis l'infirmière... Il était déjà moins pesant que ça. Oui, il était à 550, 600. Il me semble que c'est une histoire comme 580 quelques livres que l'infirmière nous avait parlé. La dernière fois qu'il l'avait pesé, on parle de 6 mois avant, puis il nous avait dit qu'il avait pris du poids. Puis là, ce qu'elle voulait, en fait, l'infirmière, c'est de l'envoyer pour faire vérifier son autre jambe parce qu'elle avait peur qu'il y ait une dégénérescence puis qu'il arrive la même chose à l'autre jambe. Donc, on a attendu l'unité bariatrique pendant un bon bout de temps, une grosse heure facile. Il faut dire qu'on était le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. L'équipe qui était en place sur l'unité bariatrique, c'était les propriétaires de la compagnie. Donc, c'était même pas des paramédics qui, normalement, auraient fait l'ouvrage. C'était vraiment les gestionnaires. Et puis, eux étaient sur le Pagette. Donc, c'est que sur demande. L'unité bariatrique ne font pas de route. Ils sont que appelés par nous, puis ils sont affectés par la suite. Donc, ils ne font pas de coin de rue ou... C'est souvent une équipe qui est formée quand on a besoin d'eux. Ils descendent une liste d'appels où ils font la liste. Ben, veux-tu faire l'appel? Non. Veux-tu faire l'appel? Oui. OK, bon, ben, rends-toi à caserne, on te trouve un partenaire. Veux-tu faire l'appel? Non. Veux-tu faire l'appel? Oui. Bon, on a une équipe. On arrête les appels le temps que les gens se rendent à la caserne, montent le camion,
qui reviennent, parce que c'est quand même une équipe qui part d'assez loin. Saint-Gabriel. Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de Brandon, de mémoire, là, Ouais. c'est toute réserve. Mais c'est quand même loin. Là. De là à Terrebonne, où tu étais à ce moment-là, on parle d'un C'est une grosse heure. 40 minutes de transport. Ouais. Tout dépendant s'il venait en urgence ou non. Je ne sais pas si non, c'était pas une urgence. C'était pas un appel urgent. Fait fait ses stops, fait ses lumières, suit les limites de vitesse. Fait ça peut prendre une bonne heure pour qu'il se rende. En plus, il faut qu'il aille à la caserne. Fait qu'on parle d'une heure et demie là, avant qu'il arrive. Oui, c'est ça que ça a pris à peu près. Là, donc là c'est les gestionnaires, en fait, sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé bon, comment est-ce que vous voulez qu'on s'y prenne. Fait que là, on a dit ben, écoute, c'est un transport vers l'hôpital pour une expertise. Le patient pèse environ 600 livres. Donc, ils sont allés chercher leur civière. Leur civière à eux, à ce moment-là, n'était pas électrique. Nos civières à nous étaient électriques. Puis nos civières étaient bonnes pour 700 livres. Donc, ils sont allés chercher leur civière à eux, qui est une civière manuelle, avec des poignées supplémentaires pour se mettre à plusieurs pour pouvoir forcer puis la lever. Donc, le patient, on l'a assis sur leur civière à eux. Et quand il est venu le temps de monter la civière, ben, étant donné que celui qui a pris le lead, si tu veux, au niveau de l'unité bariatrique, il nous avait positionné, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Donc, moi, je me suis retrouvé à être comme à la tête en arrière, mon partenaire sur un côté, une autre personne sur l'autre côté, puis quelqu'un au pied. Puis ce que ça a fait, en fait, c'est que quand on a levé, même si c'est une fraction de seconde, je me suis retrouvé à avoir le poids sur moi, étant donné que celui qui était au pied a peut-être levé une fraction de seconde avant moi. Fait qu'en la levant, il a basculé le poids vers moi comme une brouette. La civière a fait ça au lieu de exactement, lever directement. Ouais, tout à fait. Puis j'ai quand même levé le poids. Je ne me suis pas rendu compte de quoi que ce soit par la suite. C'est eux qui m'ont regardé et qui m'ont dit t'es-tu correct? Ben oui. T'es-tu sûr que t'es correct? Vas-tu t'asseoir? Vas-tu prendre un break? Non, je suis correct. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'es sûr, là? Ça va? Là, je me demandais ce qui se passait. Qu'est-ce que j'ai? Ils m'ont dit par après que je suis venu diaphorétique, donc tout mouillé, plein de transpiration, les yeux vitreux, comme si j'étais en état d'ébriété, puis le teint grisâtre. Mais l'adrénaline fait en sorte que. Juste ça de même pour avoir travaillé avec toi, tu ne bois pas sa job? Non, non. Fait que là, après ça, je me sentais raqué un peu. Tu sais, on dirait que je sors d'un gym puis que j'y ai pas été depuis 10 ans, là, puis que je me suis donné à fond. Fait que je me sentais un peu comme inconfortable. Fait qu'on a quand même pris le patient, on l'a amené, on a descendu, il y avait une espèce de petit ascenseur pour handicapés derrière, on l'a utilisé. En arrivant au camion, ben là, ils m'ont épargné, ils m'ont dit tasse-toi, on va le monter. Et puis là, mon partenaire m'a demandé veux-tu conduire ou tu veux aller en arrière? Je dis non, je vais aller m'asseoir en arrière, je fais le moche. Donc, on est allé à l'hôpital, rendu à l'hôpital, dans le transport, je trouvais ça un petit peu plus raide. Et puis, rendu à l'hôpital, mais là, ils ont dit, regarde, on va le prendre en charge, on va aller faire le triage, je reste dans le camion, on fait des étirements, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis rentré dans l'hôpital, j'ai demandé Tylenol Advil à l'infirmière, parce que je ne voulais pas être plus raqué que j'étais. Puis, tout de suite, ben, j'ai avisé l'employeur comme quoi il était arrivé ça. Mais t'avais-tu mal à ce moment-là? Je me sentais. Tu te sentais pas bien? Mais je me sentais pas bien, mais je me sentais vraiment comme quelqu'un qui est très raqué sans raison. Donc, le superviseur me demande est-ce que tu continues quand même? Je dis ben écoute, pour le moment, je suis raqué. J'ai pas de douleur, mais je me sens pas bien. S'il y a de quoi, je te rappelle. Donc, tu sais, je sais qu'on est le 24 décembre, c'est pas nécessairement évident pour personne. Trouver quelqu'un pour te remplacer, ça n'aurait pas été facile. Puis moi, je suis déjà là. Malheureusement, on dit trop ça souvent. Si on se sent pas bien, moi, ce que je dis à cette heure-là, malheureusement, à cause de ton expérience, quand j'ai des collègues, tu te sens pas bien, là, arrête. Autant chez vous, Non, ça vaut pas personne. T'es mieux de t'en aller pendant que tu te sens pas bien que de devoir arrêter parce que tu t'es blessé. Donc, on continue. On nous appelle pour un accident de la route. Finalement, ça finit en non-transport. On nous envoie sur notre coin de rue. On attend les appels. Et puis, ensuite, on fait un appel à une petite madame, toute petite, toute charmante, qui est tombée, mais des escaliers qui montent pour s'en aller au palier de la maison, comme un plein pied, mais avec le salon au sous-sol. Donc, tu montes 5-6 marches pour arriver comme au palier de la maison principale. Puis, elle est tombée à terre là, en montant. Donc, la madame, on la met dans un matelas immobilisateur, donc on utilise la planche. Et puis, quand on l'a tournée, là, j'ai senti un choc dans le dos, là, une décharge électrique.
Puis à ce moment-là, j'ai dit à mon partenaire, écoute, on a fini celle-là, puis en parlant de l'appel, pas la madame, on l'a fini celle-là, puis après ça, je pense que je vais me mettre non disponible. Là, je pense que là, je n'ai assez. Là, le corps il me dit ça va faire. Fait qu'on finit de mettre la madame dans le matelas, puis tout. Et puis, quand on l'a levé de terre avec la planche et le matelas, j'étais vers le côté des escaliers, puis là, je l'ai senti. Là, la jambe me faisait mal à gauche, le dos me faisait mal. Là, je la trouvais plus drôle, pas en tout. Et puis, quand j'ai dit à mon partenaire, il m'a vu aussi, là, il dit, t'es-tu correct? Je dis, garde, je dis, pousse. Parce que là, en ce moment, je suis debout, j'ai la planche dans les mains, puis je suis dans les marches. Puis mon partenaire, il était en haut. Fait que la seule chose que je peux faire, je ne peux pas demander à personne autour de venir me remplacer, là, je suis dans les marches. Puis je ne peux pas déposer non plus parce qu'on va glisser jusqu'en bas. Fait que je disais à mon partenaire, pousse, tu vas me faire descendre. Fait qu'à toutes les fois que j'arrivais de marche, il me poussait puis je tombais sur la jambe en arrière. Rendu en bas, Justement, ça faisait combien de temps à peu près? Entre deux la heures, personne obèse? 2 heures, 2 heures au max. Puis là, on l'a mis. Écoute, on a fait un pivot. Hein. Je suis resté sur place en bas des marches. Là. Puis mon partenaire, il a fait vraiment le pivot complet pour mettre ça à civière. C'est pas moi qui ai continué. Puis normalement, j'aurais dû conduire. Puis je lui ai dit, non, regarde, j'embarque en arrière. J'ai embarqué en arrière. J'ai parlé avec la madame. J'ai fait mon intervention comme il faut, signe vitaux régulier. J'ai expliqué à la madame, madame, je m'excuse si je ne suis pas nécessairement toute là. Je fais mon possible pour vous aider. Tantôt, je ne veux pas que vous vous sentiez mal. Là. Je me suis fait mal sur une intervention, puis c'est pas avec vous. Tantôt, j'ai fait un patient qui était obèse. Je me suis fait mal, puis là, c'est pire. Fait que on va essayer de gérer votre situation le mieux possible. Puis en même temps, mais il faut que je gère moi aussi la mienne. La madame était super compatissante, ça a bien été. Rendu à l'hôpital, mon partenaire est allé chercher de l'aide. Ils ont parti avec la madame puis notre scière. Moi, je suis resté dans le camion, puis j'ai un blackout. OK. Quand mon partenaire est arrivé avec une chaise, je ne me souviens même pas comment je suis sorti de l'ambulance. J'imagine que la douleur fait en sorte que, limite, tu passes hors pour éviter de souffrir. Ton cerveau, il fait comme un disjoncteur. Ouais, si je déconnecte, au moins je sens rien pendant ce Exact. temps-là. Je me souviens pas du moment où je suis parti du grand banc à me rendre sur la chaise roulante, mais on me dit que j'avais l'air d'un poisson d'une chaloupe. Sur le ventre, sur le dos, à quatre pattes, anti-bonhomme, assis. Les positions, je les ai toutes faites. Puis après ça, je ne sais même pas si on m'a trié. Je me souviens m'être un peu pris les esprits, couché sur le ventre sur une civière. Puis ça a duré après ça là, un gros 8-9 jours où je ne suis pas sorti de l'hôpital dans le temps des fêtes. J'avais 2 petits garçons qui avaient 20 mois. Ouais, parce qu'on se rappelle que c'est arrivé le 24 décembre. Le 24 décembre, oui. Moi, un mois après, ma conjointe, elle a accouché de notre troisième. Là, j'ai eu une réadaptation à partir du mois de janvier qui allait quand même bien. Une belle progression. Là. Je suis sorti de l'hôpital avec une marchette. À l'hôpital, j'avais une couche. Ensuite, c'était les béquilles, la canne, physio, ergo. On prend du mieux. Et puis, ça jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, mi-juin, là, j'ai commencé à avoir un peu plus de récidives. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me parler. L'ambulance, pour toi, ben, je pense que ça va être fini. Il va falloir que tu penses à d'autres choses. Moi, j'en parle encore aujourd'hui, puis j'ai des frissons qui me pognent. Tu regardes là, la chair de poule apparaît. Là. Tu sais, il y a quelque chose avec l'ambulance. C'est un sentiment d'appartenance qui est fort. Tu l'as choisi, ce métier-là, puis tu le vis. Comme on parlait déjà, moi et toi, quand tu es boulanger, tu fais ton pain, tu fais ta pâte, tu t'en vas chez vous, puis tu ne continues pas à faire du pain et de la pâte. Mais quand tu es ambulancier ou paramédic, tu vis comme un ambulancier et un paramédic. Tu es assis dans ta voiture sur l'autoroute. Si tu vois une voiture qui est sur le côté, tu es en mode action-réaction. Tu te fais un triage dans ta tête puis tu te poses la question, j'arrête-tu, j'arrête pas. C'est un minding qui est important d'avoir parce que si on ne l'avait pas, on ne serait pas aussi efficace sur un appel quand on est dans l'adrénaline puis dans le stress. Mais quand ça arrête d'un coup sec comme ça puis tu ne l'as pas choisi, peu importe les frustrations que tu peux avoir avec le système, peu importe les conditions de travail qui peuvent être des fois difficiles, quand tu ne choisis pas que tu l'arrêtes, ce job-là, c'est dur pour l'estime. C'est la confrérie que ça l'amène de rencontrer des ambulanciers que tu n'as jamais vus dans un garage à Québec où que les gars viennent de Kingston en Ontario. On se voit, on se serre la main, comment ça va vous autres, grosse journée, partez de où, avez-vous dîné? On se parle comme si on se connaissait depuis tout le temps. Puis, tu fais un transfert, peu importe où au Québec, même si je pars moi de Saint-Eustache,
je vais arriver, disons, au Nouveau-Brunswick, peu importe, C'est dans des le frères. garage, je vais avoir une autre ambulance, on va se saluer, Ah c'est ouais. comme... On travaille On ensemble. se connaît pas, mais on se connaît. Ah ouais, la connexion, l'uniforme est tellement fort, on devient ce qu'on est en fait. Puis tu deviens ce que tu es dans ta vie de tous les jours aussi. Puis la brisure avec ça, je l'ai trouvé difficile. Quand on me dit l'ambulance, oublie ça, c'est un docteur à Terrebonne qui me l'a dit, je me souviens où, comment, quand et le médecin, j'ai pleuré. C'est un deuil difficile. C'est un deuil difficile. Puis d'autant plus que mon été était très difficile par après ça. Puis je suis allé à la soirée reconnaissance de notre compagnie. Puis je filais pas bien à la soirée de reconnaissance. Ouais. Puis Je m'en rappelle, t'avais encore ta canne. ouais. Puis quand je suis retourné chez nous, le lendemain matin, j'ai un de mes gars qui avait 20 mois, qui avait été à la salle de bain. Puis je me suis assis sur la toilette pour remonter sa couche, parce que j'étais pas capable de me pencher. Puis quand j'ai remonté sa couche, puis après ça, je me suis levé, là, j'ai barré. À ce moment-là, j'ai paralysé. La jambe gauche était non fonctionnelle, j'ai plus été capable de marcher. J'ai été hospitalisé pendant 6 à 8 semaines, là, je me souviens plus exactement. Alternance entre Maisonneuve, Terrebonne, puis le CHUM. Et puis, j'étais paralysé, couché sur le dos. Là, je ne savais même pas si j'étais pouvoir marcher. Puis finalement, ils m'ont opéré, puis j'ai remarché. Mais j'avais une progression lente, mais qui continuait à fonctionner. Là. Quand j'ai recommencé à marcher, j'ai réappris à marcher. Moi, je me rappelle qu'avant que tu vois le médecin qui t'a dit que c'était fini, je sais que je voyais l'évolution. Il est rendu à béquille, il est rendu avec une canne. Puis là, tu parlais de je devrais revenir là, Ouais. 3, 4 mois, 5 mois, gros max. Puis j'avais hâte. J'avais hâte. Je m'en rappelle. Là, le feu dans les yeux, là, tu vois que la personne, de un, tu t'ennuyais de la route, ouais. tu t'ennuyais de tes collègues. Ah, tout à fait. Puis de te dire, OK, ben là, mon but, c'est de me sentir mieux dans tant de temps pour être capable de me donner, mettons, un buffer de 2-3 semaines là, avant, après, là, pour pouvoir être capable de revenir sur la route. L'espoir te garde en vie. Hein? Puis, c'est important dans ta rémission ou dans ta progression de te rétablir, d'avoir un but. Puis moi, mon but, c'était je vais retourner sur l'ambulance. Puis c'est pas pareil quand tu prends 3 semaines, un mois de vacances parce que tu en as besoin, que quand tu rentres travailler, tu sors à la civière et tu ne reviens plus. Tu n'as pas eu le temps de te faire à l'idée que ben, c'est fini pour toi. Tu n'as pas fait tes adieux, tu n'as pas fait ton deuil avec le travail. Puis peu importe ce que je peux avoir dit à certains ou je peux avoir agi d'une façon quelconque avec d'autres, ce job-là, c'est plus qu'un job. J'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai eu l'impression de, oui, je fais une différence, mais c'est pas comme quelqu'un qui fait du 9 à 5 du lundi au vendredi puis qui est pris dans un dossier. J'avais du fun dans ma job. Puis je m'en rends compte de plus en plus que je l'aimais en tabarouette, ce job-là. Puis par la suite, moi, comme je disais tantôt, j'ai eu une réhabilitation après avoir paralysé et après à marcher. On me parlait de me réorienter dans d'autres choses. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des chutes. Je ne sais pas pourquoi, comment. Tu sais, oui, j'avais paralysé. J'avais eu des compressions de racines nerveuses pendant un grand bout de temps. Si on parle de 6 à 8 semaines. Donc, je ne veux pas, avec la compression, il y a des influx nerveux qui ne passent plus dans ces nerfs-là. Et puis, j'ai commencé à faire des chutes dans les escaliers, sur le tapis roulant en physio. Je me ramassais en pleine face, sans crier garde. Je me suis cassé des dents, cassé des lunettes. Puis ben là, on s'est rendu compte en fait qu'il n'y aurait plus de travail possible pour moi parce que autant je peux être en forme physiquement, c'est relatif, mais en forme physiquement pendant 2 semaines, qu'après ça, je peux être une semaine sans me lever de mon lit. Un avant-midi, je vais être top shape, puis après ça, je vais être 2 jours couché avec la médication parce que je ne m'endure plus. Tu sais, je vis avec une douleur qui est constante. J'ai été opéré 5 fois pour le dos. Ils m'ont installé un neurostimulateur qui est une espèce de pacemaker ou un TENS interne qui m'envoie des influx électriques tout le temps dans la moelle épinière puis dans les racines nerveuses pour essayer d'enlever un peu de douleur. Ça, tu vas avoir ça à vie. Ça, c'est à vie. Puis moi, chanceux comme je suis, normalement, c'est bon 25 ans. 6 mois après, on est obligé de le changer parce qu'il était défectueux. Puis 1 an et demi après, on est obligé de le rechanger encore parce qu'il était défectueux. Fait que tu sais, j'ai été opéré 3 fois pour rien, dans le fond, pour quelque chose qui était bon pour 25 ans. Fait que dans le fond, tu sais, ça a mis un terme à ma vie active, aux activités, aussi à la vie de famille, là, comme je l'avais conçue, puis comme moi je la voyais. Ouais, tu as eu beaucoup de deuil à faire en peu de temps. Ouais. Un deuil de la famille que tu voulais, parce qu'on s'entend que
comme on disait tantôt, tu es présent pour tes enfants à tous les jours. Ouais. Mais tu ne peux pas être là pour eux autres parce que ben, tu as des douleurs, fait que tu ne peux pas être couché, tu ne peux pas être assis, tu ne peux pas être en petit bonhomme. T'sais. Il y a tellement de choses que tu as le goût de faire avec tes enfants, surtout quand ils sont en bas âge, comme tes plus vieux, ils ont quoi, 8 ans? Ouais. Fait que, Le dernier à 4 ans. Fait que quand même un range d'âge. Ouais. Tu as le goût de faire des activités avec eux autres, mais tu peux pas parce que tu as des contraintes physiques. Ouais. Puis je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est cette semaine. La vidéo qu'on fait présentement, on était censé le faire en début de semaine. Ouais. Puis parce qu'il y a eu un redout, c'est devenu humide, tes douleurs ils ont sorti, puis tu as dit Ouais. OK, Pat, écoute ça. Moi, je suis passé hâte, j'ai fait la planche, j'avais trop de douleur. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est du vivre au jour le jour. C'est réapprendre à aimer des choses différentes. Tu sais, j'ai pris 60 livres, moi, avec l'accident. Tu passes à un je bouge, puis je fais des choses, puis je suis actif, à je ne fais plus rien pantoute. Ça a été difficile. C'est un gros deuil à faire. Les enfants, c'est un deuil à faire pour eux autres. Il y a plein de complications aussi qui viennent par rapport à ça, qui ne sont pas physiques. Psychologiquement aussi, ça atteint. Ça atteint sur le moral. D'avoir mal tout le temps, c'est comme la goutte d'eau dans le front. C'est le supplice de la goutte d'eau. Tu as toujours des douleurs. Tu es irritable un peu plus. La concentration, c'est plus difficile. La prise de médication aussi qui t'enlève certaines facultés. J'ai recommencé à conduire à peu près 2 ans et demi. Fait que ça me prenait tout le temps. L'accident, ça fait combien de temps? C'est arrivé en 2012. En 2012, ouais. Ça fait 8 ans déjà. Oui. Fait que, tu sais, 5 ans et demi, 6 ans sans conduire, ça me prenait quelqu'un pour me traîner partout. À un moment donné, tu as l'impression d'être un fardeau pour les autres. Oui, il y a des moments où tu te dis une chance que je ne suis pas un jeune célibataire dans le sous-sol de chez mes parents. Parce que je pense pas que je serais ici aujourd'hui pour en parler. Puis au niveau psychologique, ben, oui, j'ai été suivi. Là, tu sais, veux pas aussi fort que tu puisses être mentalement, à un moment donné, tu as besoin d'aide. Puis dans la réorganisation de ta vie, parce que c'est vraiment ça, ben, il y a aussi des dommages collatéraux. Là. Tu sais, moi, ma conjointe, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis elle est restée. Elle aurait pu partir. Oui. Parce qu'on s'entend qu'avec la médication, tu n'es pas tout le temps toi-même. Avec la douleur, tu n'es pas tout le temps toi-même. J'ai pas tout le temps. On en parlait l'autre fois là, avec certaines médications que tu prends. Des fois, tu peux être plus agressif. Pas agressif. Pas violent, pas physique. C'est ça, pas physiquement. Les mots que tu dis, parce que tu sais, quand tu as mal, il y a des choses que tu ne contrôles plus. Ouais. Fait que tu te gardes une affaire qui serait normalement une goutte d'eau dans un verre, là, on s'en fout. Là. Mais là, ça, parce qu'avec tes douleurs et tout ça, tu n'es plus qu'à la gérer, ça devient comme un volcan, t'exploses. Ouais. Puis pour des niaiseries. Là. Ah, tout à fait. Ah, ouais, ça peut être le son de la télévision est trop fort. Puis elle l'a vécu quand même une fois. Elle l'a subi. Ouais. En fait, c'est plus qu'elle l'a plus subi qu'elle l'a vécu. Elle donne son ciel avec toi. Ah, oui, tout à fait. Puis, écoute, il y a des répercussions là-dessus. Là. Puis la prise de médication, la douleur chronique, ça t'amène aussi un manque d'estime de toi-même à certains niveaux. La prise de poids, ça diminue aussi ton estime de toi. Puis, tu sais, il y a des complications aussi là, avec les douleurs, avec les problèmes neurologiques, avec tout le reste. Là. Tu sais, au risque de faire du monde, là, au niveau libido, là, même si tu n'as pas de dysfonction érectile, dans ta tête, le message, ça ne rend pas tout le temps en bas. Là. Tu sais, tu n'es plus un jeune coq là, qui pense à ça toute la journée, là, puis 20 fois par jour. Mettons que la douleur, puis tous les événements qui sont reliés à ça, font en sorte que tu as tellement d'affaires à penser, que ça ne te tente pas d'y penser, qu'il y a des choses comme ça qui passent deuxième. Puis ça peut être une problématique. T'sais, comme je disais tantôt, les dommages collatéraux, il y a des choses que ta famille va subir, ta conjointe va subir, ton entourage proche. Puis il y a aussi une rupture là, avec ton monde. On en a parlé. J'ai des collègues de travail avec qui je suis resté proche, qui ont continué de m'appeler quand même. Nous, c'est ça, on se voit. Mais c'est une faible minorité. Là. Moi, la journée où je suis tombé, que j'ai été blessé puis que j'ai arrêté de travailler, ben, j'ai perdu 95% de mon univers. Oui, j'avais des amis en dehors de l'ambulance, mais on reste quand même liés par le métier. Comme on dit, on est une famille, les paramédics, quand les on horaires. se côtoie, mais c'est quand on se côtoie, parce que malheureusement, aussitôt que tu tombes soit sur une autre fin de semaine, ou les horaires, toi t'es rendu de soir, lui est rendu de nuit, on se voit moins, c'est, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Tout à fait. Je l'ai vécu. C'est ça. Je sais que ça, c'est une affaire que tu as trouvé aussi difficile. Oui. Ben, je me sentais isolé. Ouais. Surtout que je ne conduisais pas, fait que je ne pouvais pas faire ce que je voulais, sortir puis voir du monde. Là.
Fait que, écoute, j'ai été obligé de trouver d'autres centres d'intérêt, trouver d'autres fraternités, si tu veux, de façon de fraterniser. Tu sais, je me suis intéressé à d'autres choses. Je fais du bénévolat un petit peu de temps en temps, quand je peux, comme je peux. Je m'implique un peu à l'école des enfants. Tu sais, si je peux donner un coup de main à des amis, plus intellectuellement, parce que physiquement. Ouais, si j'ai un take à faire, je pense pas que je vais te le demander, Non, il mais. m'a donné des conseils. Ouais, c'est ça. Ouais, il m'a emmené à la bière, puis il m'a donné des conseils. Parce que, tu sais, avant, je faisais de la réno. T'es un bon soutien moral maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que, tu sais, moi, avant, je faisais de la plongée sous-marine, je faisais de l'escalade, je faisais de la rénovation en plus de l'ambulance. Depuis que j'ai 16 ans, je fais de la réno, puis j'ai des petits contrats de réno. Fait que là, maintenant, ben, il faut que je me serve de ma tête, puis que je trouve d'autres centres d'intérêt. C'est une autre façon de réapprendre à vivre. Puis, comme je t'ai dit tantôt, un de mes enfants me dirait, papa, j'aimerais ça être paramédic. Je ne dirais pas, non, 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 va-t'en pas paramédic, c'est un paquet de troubles, c'est de la merde. Tu sais, m'excuse l'expression, là, mais je ne peux pas l'exprimer autrement que ça. Ça reste un beau métier. Ça reste un beau métier. C'est sûr que s'il hésite entre deux métiers équivalents au niveau de ce qu'on entend, au niveau de la société, du rang qu'on amène, les conditions de travail, le salaire, je vais le pousser plus vers un autre. Parce que je le sais que les conditions ne sont pas faciles, puis que les blessures sont importantes, puis il y en a beaucoup de monde qui sont arrêtés. Mais jamais je vais décourager un de mes enfants, non, fais pas ça, regarde, je vais t'encourager, je vais te mettre en garde, regarde, moi j'ai le dos scrap, puis j'ai obligé d'arrêter de travailler. Mais c'est un Moses de beau métier, puis quand tu ne choisis pas de l'arrêter, ben, c'est pas comme si tu avais pris une décision, moi, j'ai plus le goût de faire ça, puis je me réoriente dans d'autres choses. Voilà. Dans ton drame, tu as quand même passé au travers, comme on dit. Tu as réussi à. Je pense que je passerai jamais au travail. Non, mais je veux dire, tu as gardé la tête hors de l'eau parce ouais. que tu as eu des moments plus difficiles. Tu as déjà eu des idées noires. Ouais. Tu as quand même réussi à. Ben, j'avais de quoi m'accrocher, là. Tu sais, les enfants, sans faire de jeu de mots, là, mais Ouais. les enfants, ma conjointe, un groupe d'amis, puis un groupe social qui est quand même resté fort. Tu as eu un cercle d'amis que. Oui, tu as perdu beaucoup de Ouais. monde, mais tu as un cercle d'amis proches, comme moi, comme d'autres, qu'on est resté et on prenait des nouvelles. Ça aide. Tu sais, même si c'est une fois par mois, une fois par 2 mois, 3 mois, même si on ne s'appelle pas tous les jours, tu sais que cette personne-là est encore là, elle n'est pas disparue du décor. Là. Je ne vais pas être 6 mois sans se voir et se parler 2 fois sur Facebook, mais on va passer une soirée ensemble, puis c'est comme si on s'était vu la veille. Ouais. Mais tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Puis avant, ben, écoute, c'est sûr que le mode de vie change. Là. Célibataire, pas d'enfant, tu sors beaucoup plus avec le monde. Puis à un moment donné aussi, on avait un groupe fort avec le travail. On allait décanter tout le monde 5 à 7, ensemble. là, Ça faisait du bière bien. jeudi ou peu importe. Là. Ouais, puis ça faisait du bien. Mais même juste ça, ça te sort de ta routine. Ben, je l'avais vu. C'est de trouver des façons ou des idées de t'en sortir. Je peux m'exprimer comme ça. Parce que c'est vraiment ça, là, c'est de sortir de ta nouvelle routine, puis d'espèce de chaos qui règne dans ta tête puis dans ton corps. J'ai organisé une soirée l'autre jour, qui avait une soirée d'humour à Montréal. Je me suis dit, je vais inviter des collègues, puis j'en ai profité pour t'inviter. Ah, je vais y aller. Tu n'as malheureusement pas pu venir, mais tu sais, il y a toi, on a Eric qui est aussi blessé, qui ne peut plus faire l'ambulance, que j'ai invité aussi pour justement les ramener un peu dans le groupe. Tu sais, c'est le sentiment d'appartenance. Aussitôt que tu revois ce monde-là, même si tu as perdu contact avec eux autres, quand tu les revois, je suis sûr que tu es encore heureux. En fait, je me replonge un peu en arrière, puis inconsciemment, c'est comme si hier je travaillais, puis aujourd'hui je suis en congé. Tu sais, ça me fait oublier un peu les 8 dernières années de souffrance puis de calvaire. C'est comme si ça me ramenait en arrière un peu, puis que ça me faisait vivre la vie autrement. De revenir dans ce monde-là, puis on va faire une soirée, on va parler d'événements, puis d'appels, comme on a fait tantôt au début de ton entrevue, puis je parle encore comme si j'étais là. Je parle encore comme si je l'avais vécu hier, puis que il y avait un demain assis dans une ambulance. Mais la réalité est autrement, là, mais ça me fait ce bien-là, ça me fait vivre un peu. Ça te donne l'impression que la semaine prochaine, quand je sois sur la route avec toi, tu vas voir, on va en faire encore des beaux appels, mais cette semaine-là n'arrivera pas. Ouais. C'est triste pour toi, c'est triste pour moi et pour nous autres aussi, parce qu'on s'entend que perdre un collègue de même, je sais que moi, je ne fais pas l'unanimité, je ne suis pas tout le monde qui m'aime, c'est pas tout le monde qui t'aime, mais quand on arrive sur la route,
ben, on passe par-dessus, puis on fait nos appels, puis on a du plaisir quand même. Tu sais, tu disais que tu n'avais pas l'impression d'aller travailler. Moi, quand j'en parle, là, ça fait 12 ans que je fais de l'ambulance. Je suis rentré travailler 15 fois. Mhm. Le restant, j'allais me faire du fun, puis c'est tout. J'ai du plaisir au travail. C'est pas une corvée. Je sais pas si tu ressentais ça un peu comme moi. Moi, quand je parlais à des gens qui n'étaient pas du milieu, je comparais ça un peu, sans enlever le sérieux du travail, puis en disant que c'est pas une job, mais un peu comme quand j'étais jeune, puis que j'avais une job étudiante. Ma job étudiante, le monde avec qui j'étais, c'était comme un environnement qui est pas propice au plaisir et à avoir du fun, mais qui reste quand même léger, puis que c'est pas une corvée. Tu sais, Ouais. c'est pas comme si j'avais un paquet d'encadrement, puis même si c'est le cas, mais je me sentais vraiment comme, à un moment donné, m'a faire quelque chose de plus important. Mais en même temps, c'est important ce que Ouais. je fais, mais j'ai pas la sensation de travailler puis d'avoir quelque chose de difficile à faire pour moi. Là. J'ai du fun, on est sur les points d'attente, on parle avec l'autre équipe, on joue des tours, on fait des niaiseries. Jamais. Jamais joué de tour. Non, hein? Non. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de léger, puis probablement que c'est notre corps aussi qui se met en mode de défense pour essayer d'enlever le côté plus difficile, puis le côté plus noir du travail. Euh, Écoute, ils sont rares ceux qui ne sont pas farceurs, puis qui ne sont pas se taquiner, puis tu sais, je pense que ça détend l'atmosphère, puis ça nous permet justement à garder le contact avec la réalité, puis de la fraternité. Tu sais, tu passes à côté de quelqu'un, puis tu lui fais un petit clin d'œil, puis euh, une petite tape sur une fesse. Ouais, donc, non, c'est rendu mal vu, ça. Ah, ok, c'est vrai, le MeToo, hein? Mais c'est ça. Mais écoute, je pense que ça amène une autre dimension aussi à la profession, que même si c'est sérieux, même si c'est ce que tu as voulu faire toute ta vie, même si tu te plais, puis que ton travail, c'est un vrai travail, il en reste quand même pas moins que tu es tout seul dans ton véhicule avec ton partenaire. T'as pas de boss. T'as pas de boss. T'as Oui, des boss, oui. mais t'as pas un boss qui est en arrière de toi qui fait comme si ça, là, tu le fais mal, là, t'es dehors. Il va te le dire après. Mais tu es libre pendant que tu fais ton travail et tes interventions. Oui, tu vas peut-être avoir des comebacks. L'agent de la santé peut te parler, l'employeur peut te parler, puis pas tout correct, là, ça prend quand même un encadrement, là, mais tu es libre pendant que tu travailles. Tu n'as pas l'impression d'avoir tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis que si tu prends le chemin à droite pour arriver au même résultat avec ton patient, si tout est respecté dans tes paramètres, tu as une certaine liberté. On a des protocoles à suivre pour à peu près toutes les situations. Moi, je suis maître de stage. J'ai souvent des stagiaires qui sont encore à l'école, mais qui viennent voir s'ils sont aptes à faire de la route. Puis moi, je leur dis tout le temps, tes protocoles, il faut que tu les connaisses. Il faut que tu sois capable de jouer avec. Pour l'instant, on ne te demande pas de jouer avec parce que tu es à l'école, mais si tu fais quelque chose ou que tu ne fais pas quelque chose, il faut que tu sois capable de justifier. Moi, je suis capable de ne pas suivre le protocole à la lettre parce que je suis capable de me justifier, parce que l'environnement fait que je ne peux pas prendre une pièce d'équipement ou peu importe, là, si la condition médicale fait que ça ne me donne rien de faire ce test-là parce que ils vont le faire à l'hôpital, puis ça va causer un délai, puis présentement, ce qui va le sauver, c'est l'hôpital parce que j'ai besoin de gagner le plus de temps possible, mais ça se peut que je ne fasse pas son taux de sucre ou peu importe. Là, peu importe tu es collé sur l'hôpital. C'est ça. T'sais. Ou des fois, non, c'est justement, tu es loin, puis tu n'as pas le temps, puis là, tu as d'autres choses à gérer que même si dans le protocole, il dit dans une situation comme ça te prend telle donnée, mais la donnée ne va pas changer mon intervention. Fait que je vais passer outre, puis je vais faire ce qui est important à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que faut que tu sois capable de te justifier, puis de mettre des priorités sur tes protocoles. C'est une dimension que je trouve le fun que tu apportes au niveau de tes maîtres de stage. Moi, j'ai commencé à être maître de stage peut-être 6 mois avant d'avoir mon accident. Puis, j'ai découvert quelque chose avec le fait d'être maître de stage, c'est que tu enseignes à quelqu'un de nouveau c'est quoi ta job réellement, puis comment tu fais ta job bien, avec les paramètres qu'on te demande d'utiliser. Puis moi, sérieusement, ça m'a ramené, même si j'aimais encore mon travail, mais ça m'a ramené, recentré le travail encore plus, puis ça m'a montré et prouvé que j'aimais encore mon travail. Parce que je voyais une relève, puis j'étais en fait, j'avais la responsabilité d'être sa porte d'entrée vers le travail. Donc, il fallait que je laisse tomber toute l'amertume que je pouvais avoir envers certains protocoles ou certains administrateurs. Puis, il fallait que ça ne paraisse pas avec le jeune ou la jeune qui était devant moi, parce que cette personne-là est en amour avec le travail et elle a hâte de le faire. C'est pas à moi de décourager
Au contraire, en fait, je suis là pour la motiver, puis faire en sorte que son travail soit bien fait. Fait que ça, c'est un paramètre que j'ai trouvé vraiment intéressant d'être maître de stage, de reconnecter avec le travail. Moi, je pense qu'il devrait quasiment envoyer des stagiaires aux gens qui sont blasés. Parce que ça va t'obliger à reconnecter avec le travail puis ce qui est réellement. Tu sais, il y a une chose que je pourrais ramener aussi. J'ai plusieurs collègues que je vois encore qui m'ont parlé puis qui m'ont partagé depuis que moi je me suis blessé, leur vision a changé. On me dit souvent, je pense plus pareil comme avant que tu te blesses. Il dit avant, oui, on pouvait se dire, bon, écoute, il pèse 300 livres, on est deux gars, on est en forme, on va le lever, ça va être correct. Puis à cette heure, c'est, ah non, non, j'ai trop à perdre, j'ai pas le goût de finir comme Thibaut. Les gens, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas que les gens, tout le monde, là, mais il y a beaucoup de Mais gens j'en qui. fais partie, moi aussi. Ben, ta façon de réfléchir a changé. J'en fais partie, d'autant plus qu'il t'est arrivé ça le 24 décembre. Puis moi, j'ai fait appel avec la même équipe, je pense que c'est une semaine ou deux après. Puis là, tu venais de te blesser. C'était frais, frais, frais. Puis ils nous ont demandé de faire un mouvement qu'on n'était pas qu'on n'était pas censé faire, mais tu sais, il y avait tout l'appareillage pour que personne force. On était dans une résidence de personnes âgées, fait qu'il y avait de l'espace. Puis au lieu d'utiliser les appareils qu'il y avait, ils nous ont fait forcer pour lever la civière, alors que c'était même pas nécessaire. Puis la personne devait peser un 450-500 livres. Là, puis cette dame-là, elle nous a carrément dit, elle dit, forcez pas sur moi, je veux pas que vous forciez sur moi. Ouais. Elle l'a dit. Mais notre travail nous amène à faire ça. Notre travail, c'est malheureux, mais des fois, il faut qu'on force un peu plus que la moyenne parce que la personne est obèse ou la façon de sortir le patient, même s'il n'est pas obèse, il faut sortir sur une planche, puis là, ben, tu as l'escalier qui tourne, fait qu'il faut que tu lèves la planche, tu tournes, tu twists. Tu sais, à l'école, là, il y a le cours de PDSB. C'est là, sur un plancher plat, dans un gymnase quasiment. Oui, à l'école, c'est le cours PDSB, là, des déplacements de l'usager. Là. C'est bien beau, là, le pousser, le tirer, puis, mais quand tu es sur le terrain, ta planche, tu peux pas juste la glisser. Tu arrives aux marches, il faut que tu le lèves des marches. Tu peux pas le faire tomber dans les marches, puis oh, je vais le reprendre rendu en bas, il est déjà dans sa planche. Ouais, c'est pas de même que ça marche, la vie. C'est clair. Il va faire que tu le lèves, puis malheureusement, l'escalier, c'est une cage d'escalier d'un sous-sol, fait elle monte 4 marches, puis après ça, elle tourne à 90. Ben, à cause du plafond suspendu, il va faire que tu penches un peu la planche, que tu la tournes. Fait que oui, tu es rendu tout croche, mais c'est la job qui veut ça. Oui, on essaie de ne pas le faire, mais des fois, on n'a pas le choix. Non, il y a le monde idéal, puis il y a le monde réel. Là. Puis tu as l'urgence. Des fois, oui, OK, si j'ai le temps, je vais faire venir une deuxième équipe. Mais des fois, tu ne l'as pas, tu sais. Ouais. Des fois, tu es dans l'urgence. La vie de la personne, c'est là, que ça se passe. Là. Si tu fais rien, ben, le temps d'attendre l'autre équipe, ben, tu vas faire des manœuvres. C'est pas ça que tu veux. Là. Notre but, c'est de jamais se rendre là, à faire des manœuvres de réanimation. On est formé pour en faire, mais si on est capable de ne jamais en faire, on serait heureux. Là, ben oui. Fait que, des fois, tu n'as pas le choix. Non, je ne peux pas dire que tu n'as pas le choix. Tu as toujours le choix. Toujours le choix. Mais il faut que tu vives avec les conséquences de tes choix. Si je prends la décision d'attendre, ben, je sais que je vais faire des manœuvres après, puis je ne suis pas sûr d'être capable de le ramener. Non, ça c'est sûr. En même temps, je vais-tu avoir la conscience tranquille de dire ouais, je vais attendre parce que hey, c'est pas vrai que ma tante Gertrude de 83 ans, là, elle a assez vécu. Non, non, je pense qu'il faut que tu sois conséquent, puis il faut que tu y ailles avec la grosse logique aussi, parce que si toi, tu te blesses aussi, ça va prendre une équipe supplémentaire pour te sauver toi, puis sauver la personne. Fait que, je ne mettrai jamais ma vie en danger. Ben, il faut pas. C'est ça, c'est une des premières affaires que je dis à tous mes stagiaires. Il n'y a rien de plus important que notre sécurité. Si la personne est en train de se faire attaquer, ben, ça ne me donne rien d'y aller et de me faire attaquer moi avec. Parce qu'après ça va prendre, comme tu dis, une autre équipe pour venir me protéger. Ça va prendre une équipe pour l'autre personne, une équipe pour moi. Tu viens de perdre 2 équipes. Là, 3 équipes parce que moi, la mienne est brisée parce que moi, je suis blessé. Une équipe pour moi, une équipe pour le patient. On vient de partir avec 3 équipes alors qu'il aurait dû avoir juste une équipe là-dessus puis de malheureusement attendre que les personnes qui doivent intervenir en premier soient là. Ouais. Que ce soit les pompiers, les policiers. Si on est dans un feu, ben non, je n'ai pas d'appareil respiratoire pour aller dans le feu, pour aller chercher un patient. C'est plate, mais je vais attendre que les pompiers arrivent. Eux vont pouvoir sortir les patients. Je vais pouvoir donner tous les traitements que cette personne-là va pouvoir avoir pour pouvoir les sauver la vie.
Mais à ce moment-là, ça me donne rien d'aller me mettre en danger. Ben, il ne faut pas, parce que sinon, tu vas te ramasser comme moi, puis tu ne feras plus la job. C'est ça. Puis je pense que c'est pas ce que tu as envie, puis c'est pas juste la job, c'est ta vie aussi qui est affectée. Puis, tu sais, il y a un avant 2012, avant le 24 décembre 2012, où la majorité des gars sont au courant que la directive, c'était quand vous appelez, quand vous avez un patient qui est obèse ou des contraintes physiques, vous faites venir l'unité de soutien bariatrique et vous les écoutez. C'est eux autres qui font le lead. Ils ont l'équipement, l'expertise et la formation pour intervenir. Vous faites ce qu'ils vous disent de faire. C'est ce que nous, on a fait. On a fait ce qu'ils nous ont dit de faire. J'étais plus là après, fait que je peux pas te dire avec hors de tout c'est ça. Ce qui est arrivé par la suite, il y a eu ton événement. Il y a eu mon événement où ils m'ont fait forcer, puis j'ai relancé l'employeur avec ça. Je dis, c'est-tu normal? Ils m'ont dit non, puis là, il a sorti une directive, puis là, c'est maintenant, c'est leur équipement, tu ne touches à rien. Ben, je pense que ça aurait dû être comme ça avant, tu sais. C'est ça. Parce que moi, après, j'étais couché sur un lit à l'hôpital et un superviseur, en fait, un cadre est venu me voir, puis il m'a demandé pourquoi vous l'avez levé. Moi, j'ai répondu, ben, parce qu'il faut l'embarquer dans le camion. Tu sais, la civière est à terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'embarquer? Je peux pas juste le faire léviter. Il dit, ouais, mais l'unité bariatrique était là. Ouais. Mais pourquoi vous l'avez levé? Écoute, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ben, il m'a dit, si l'unité bariatrique était là, il dit, il y avait l'ascenseur du patient, ouais. Fait que vous pouviez le rouler dans l'ascenseur puis le faire descendre dans l'ascenseur. Après ça, vous arrivez au camion, ils ont des rails et un winch. Fait qu'il aurait pu mettre le rail puis attacher le winch après la civière a remonté tout seul. Mais moi, ça, c'est un paramètre que je ne connaissais pas. Tu sais, oui, j'ai déjà vu ça, me semble, urgence santé à l'école, qu'il y avait un système dans le genre-là, mais l'unité bariatrique des Laurentides-de-la-Naudière, je ne l'avais jamais vu. Si je l'avais su, j'aurais dit non, non, moi je ne lève pas, vous allez mettre vos rails, ça prendra 3-4 minutes de plus. On ne forcera pas pour forcer, un, risquer de blesser le patient, puis deux, de risquer de se blesser nous autres. Fait que, je pense que le paramètre que j'ai appris cette fois-là a fait en sorte que ça m'a fâché un peu. Ça m'a fâché parce que je me suis posé la question après, puis on va laisser le bénéfice du doute aux gens, mais est-ce que parce qu'ils ont voulu tourner les coins ronds pour retourner à la maison vite, 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 ils ont décidé de faire ça au plus court? Je ne veux pas accuser personne puis mettre personne dans la barre, mais ça me porte quand même à réflexion, même si je veux laisser le bénéfice du doute aux gens. Là. Parce que ça change la vie. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vie parallèle à celle que j'avais. Parce que, tu sais, la douleur, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours semaine. Des fois, c'est moins pire, mais c'est toujours présent. Fait que, ça l'affecte toutes les sphères de ma vie. Puis je ne l'ai pas choisi. Puis, écoute, je me serais peut-être blessé pareil. Peut-être que j'avais une fragilité. Peut-être que, tu sais, on ne sait pas, on n'était pas là. C'est plein de si. Mais je pense que ce soir-là, si les choses avaient été faites comme il faut, je ne me serais pas blessé. En tout cas, il y aurait eu beaucoup moins de chances que je me blesse. Ça aurait fait la différence. Ça. Ton côté psychologique qui a été touché, mais c'est niaiseux, mais côté financier, c'est pas facile non plus. On s'entend que tu n'étais pas au dernier échelon. Non, c'est au 8e. Au 8e échelon, puis ben, la CSST dans ce temps-là, c'est CNESST maintenant, tu es au 8e échelon, tu vas rester au 8e échelon le restant de ta vie. Une indexation au coût de la vie, là, on parle des années 0,9 %, des années 1,2 %. C'est pas grand-chose. Normalement, tu étais à quoi, 28? J'étais à 20. Ben, en fait, moi, j'ai eu mon accident juste avant les augmentations puis le rattrapage salarial. Fait que, j'avais 22,8 ou quelque chose du genre. Je m'étais blessé 1 an après. J'aurais eu mon augmentation de janvier, mon augmentation de juillet, puis l'augmentation de janvier après. J'aurais eu 28-29 $ de l'heure. Fait que, j'ai quand même un 6 $ de l'heure que lui, il n'est pas compensé, non. Fait que, oui, là, je suis à la maison, il y en a qui vont dire, oui, mais tu as moins de dépenses. Oui, puis non, parce que tu continues à vivre quand même. Sûr, mais tu prends bien des médicaments qui coûtent cher. Ben, je suis chanceux que la CSST les paye, mais juste au niveau de. Il faut que tu t'occupes le reste du temps. Là. Oh oui. Fait que si, oui, tu travailles pas, tu prends pas de gaz pour te déplacer pour aller travailler, mais tu n'es pas assis dans le divan à attendre que le temps passe. Il faut que tu t'occupes, ça te prend des loisirs, puis en bout de ligne, ben, ça te coûte cher pareil. Fait que la perte financière est là. Il y a des pertes psychologiques, des dommages collatéraux, comme je disais tantôt. Fait que je pense que de réfléchir avant d'agir, puis de se poser les questions, puis laisser tomber l'orgueil, des fois, là, je suis assez fort, puis je suis capable. Des fois, c'est mieux de se poser la question une deuxième fois. Oui, je suis capable, puis oui, je suis assez fort, mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire?
puis dans le fond, tu as des compensations présentement, mais tu as essayé de faire des recours contre l'UST parce que c'est à cause d'une mauvaise manipulation que tu t'es blessé. Puis de ce que je comprends, c'est que tu n'as aucun recours. Ben, j'ai aucun recours parce que, écoute, la loi de la CSST est faite pour qu'il n'y ait pas de recours contre les employeurs. Donc, la CSST t'indemnise pour pas que tu reviennes contre ton employeur. Par contre, je sais que notre employeur à nous a essayé d'avoir des recours pour faire un partage de responsabilité. Et puis, ce qu'ils se sont fait répondre, en gros, c'est que, étant donné que j'étais dans l'exercice de mes fonctions, dans le cadre normal de mes fonctions, c'est-à-dire avoir un patient, de lever une civière, de le transporter, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je suis couvert par la CSST, puis il n'y a pas rien d'exceptionnel dans ça, même si le patient était obèse, même s'il y avait une équipe supplémentaire qui était avec nous, puis qui était étranger à la compagnie. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, moi, j'avais pas de recours, puis l'employeur n'avait pas de recours, parce que ça fait partie de nos fonctions. Tout ce qui s'est fait faisait partie de nos fonctions, mais ça aurait pu être évité parce que l'équipe qui était là pour nous supporter avait le matériel pour faire en sorte que on n'ait pas à forcer après le patient, puis après la civière, puis après le matériel, puis que les choses auraient pu être faites beaucoup plus ergonomiquement. C'est sûr que les choses ils ont évolué, ils ont plus de matériel maintenant, eux autres aussi pour forcer moins. Fait que nous autres, on avait déjà les civières électriques, eux autres étaient manuels à ce moment-là. Ils sont rendus qu'une civière manuelle, il y a ce qu'on appelle le power load, c'est comme deux branches qui viennent s'arrimer à la civière, qui fait que tu pèses sur le bouton, puis la civière, tu ne forces plus. Les roues se lèvent, ça embarque tout seul. Eux l'ont. Nous aussi, ça s'en vient sur la route bientôt. Notre employeur nous a annoncé dernièrement qu'il investissait, qu'il allait avoir ça dans toutes les ambulances. On en remercie d'ailleurs. On a hâte de les voir. C'est sûr que même pour déplacer un patient, ils ont un coussin qui a plusieurs étages. Fait que dépendant de la hauteur du patient, s'il est sur son lit ou par terre, il y a moyen de déplacer un patient. C'est un coussin que tu envoies de l'air dedans. Ça devient comme un aéroglisseur. Tu tires ça avec deux doigts, puis ça se déplace, même s'il y a 1000 livres dessus, il n'y a pas de problème. C'est des appareils qu'il n'y avait pas dans le temps, qui ont maintenant. Je pense qu'avec l'unité pour les gens bariatriques, l'UST, il y a moins de chances que ça arrive encore. Mais le risque zéro, il n'est jamais là. Il faut que les gens gardent à l'idée aussi que le risque zéro n'existe pas, puis qu'il y a des chances de se blesser, puis de l'avoir en tête tout le temps, même si ça a l'air niaiseux. Se tenir un peu en forme, faire un petit peu d'exercice, c'est comme le secret dans ce métier-là. Malheureusement, il y a trop de monde qui sont blessés, puis malheureusement, il y en a d'autres qui vont se blesser, puis j'espère qu'on va pouvoir éviter ça pour tout le monde. Malheureusement, je pense pas que, comme je dis, le risque zéro, il n'y en a pas. Non. Fait que ça va terminer pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric. Plaisir, Pat. Non, tout est beau. Je te remercie. C'est bon. Fait que, merci tout le monde de nous écouter. D'autres capsules à venir. Continuez de nous suivre, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va continuer de faire d'autres vidéos pour vous. Puis il va y en avoir d'autres qui vont sortir bientôt. Merci. Bonne soirée.